accompagner les sauts des Allemands. Tiens, si, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de Tsi. Et avec moi, j'ai Geox 120. Salut Romain. Bonsoir Will. Et du coup, pour ce 11e épisode, le programme, c'est le débrief de la 10e et 11e étape de la Coupe du monde féminine qui s'est déroulée à Sapporo au Japon. Et ensuite, on aura un chapitre sur le combiné nordique avec des épreuves hommes à haute épée et des épreuves femmes aussi à haute épée. Donc un beau programme de combiné qui revenait après la pause de Noël. Oui, c'est ça. Et alors, vous avez pu l'entendre au début de l'écoute, on introduit un nouveau générique pour le podcast. On espère qu'il vous plaira. Et pour finir, on parlera aussi un petit peu des épreuves de Coupe continentale et Coupe de France pour un topo complet sur ce premier week-end de l'année, on va dire, et qui nous a pas déçus. Voilà, donc on était sur le Okurayama, le tremplin de Sapporo qui sera visité par la Coupe du monde homme très bientôt, après le week-end de Zakopane, donc en 2 week-ends. Et donc à Sapporo, on avait 2 manches féminines sur le tremplin, le grand tremplin. Et du coup, qui a été ta sauteuse du week-end? Ah, c'est une sauteuse du week-end un peu en forme de coup de cœur aussi technique. Moi, j'ai choisi Cilliers Opset. Alors, elle a c'est pas elle qui a marqué le plus de points de pas grand-chose, mais elle fait 4e samedi, mais avec une grosse remontée. Et puis, première dimanche, elle gagne les 2 qualifs. Et puis, ses sauts, bah, enfin voilà, on a parlé à chaque fois, mais c'est la voleuse. Et c'était sur le grand tremplin, là. Quand elle met tout en place, le vent est aussi correct. Elle s'est envolée à 135,50 m dimanche. Elle fait le plus long saut samedi avec un saut à 129 mètres d'une fluidité. Enfin, voilà, j'ai trouvé que tout s'enchaînait. La prise de ski, c'est beau, c'est fluide, et puis après, ça vole. Voilà, c'est ma sauteuse sur ce type de tremplin. Et voilà, on l'a remarqué depuis le début de l'année, c'est la sauteuse aussi des grands tremplins. Ouais, Silly Opset, qui, comme tu le dis, hein, de par sa qualité sur grand tremplin, qui avait été un peu en retrait et s'était attendu sur la tournée de la Saint-Sylvestre, que j'ai trouvé aussi très bonne. Il y a pas eu, comme à Villars et à Lugano, une Eva Pickelning qui a dominé tout le week-end. Donc, comme tu l'as dit, Opset fait quatrième et première. Moi, j'avais noté Emma Klinetsch, qui pourtant n'a pas gagné et qui fait 2 podiums d'affilée. Je l'avais 2 podiums de deuxième place. Et je l'avais d'autant plus noté que je lui avais mis une petite pression à Lugano. Et du coup, elle s'est dit, bon, je vais quand même faire des podiums. Et là, elle nous en a fait 2 d'affilée. Donc moi, j'avais noté la Slovène Emma Klinec, un peu aussi en une victoire, enfin un podium dédié à Ursa Bogatay qui s'était fait le genou à Ljubno à la maison. Oui, et je dévoile un peu l'arrière-cour, mais sur mes fiches, à côté de Klinech, j'ai écrit coach mental Will, parce que depuis que depuis que tu as parlé d'elle, elle fait ses meilleures perfs de la saison. Donc voilà, maintenant tu es un peu obligé de la soutenir le reste de la saison. Ouais, elle revient dans le classement, mais en fait, elle est partie de tellement loin que là, on le voit, elle est encore sixième au général. Et quand même un super week-end pour elle, on l'a retrouvée au niveau qu'elle avait l'année dernière. Et du coup, c'est bien pour la Slovénie et c'est bien pour elle. Et ensuite, on a nos 2 extraterrestres, Eva Pilkelning et Katharina Altaos, qui ont encore fait un week-end très costaud. Oui, Weekend League, on s'était interrogé après le Sylvester Tour. Qu'est-ce qu'elle va donner sur les grands tremplins, même si elle avait déjà fait des bonnes choses en début de saison. Bon bah voilà, on a la réponse à un 2 podiums, 3 et 3. Donc on voit qu'il y a des meilleures voleuses qu'elle, mais voilà, c'est pas un trou quoi, c'est troisième place. Et puis je sais pas,
toi, qu'est-ce que t'en penses, mais elle fait comment pour voler, en fait? C'est quoi cette position en l'air? Et pourtant, elle descend, quoi. Ah ouais, moi je suis pas fan, hein. Je suis pas fan de Non, la position de vol là, je non. Ça je bon pourtant j'arrive pas à ouais, comprendre, en fait, comment dire? Le rapport entre sa position et les mètres qu'elle fait. Bon, bah, bravo à elle, exactement. mais d'un point de vue technique, je comprends pas. Voilà. Ouais et bon, on va dire quand même que, par rapport à sa fiche de stats, de début de saison, 2-3e place, c'est, un tout petit peu en deçà, de ce qu'elle avait fait, puisqu'elle a déjà gagné 4 fois et elle a fait 2 2e places donc, elle a fait 6 concours, mieux. Mais bon, encore une fois, hein, c'est son 10e podium de la saison. Et du coup sur, je crois 11 épreuves de coupe du monde. Donc c'est extraordinaire, hein. On est sur un ratio, à quasiment, 80 plus de 90. Donc Pickering aujourd'hui ne laisse pas beaucoup, la porte entrouverte. Là, elle a laissé, 20 points qui n'ont même enfin 40 points du coup, mais qui n'ont pas été pris par la même. Donc Oui, je crois que sur le global, du week-end, bah, elle laisse que ouais. partir, Ouais, vas-y. voilà, il y a Klinec qui prend 160 points, donc par ses 2 2e places, Opset et Althaus 150 donc et Pikelnik, 120. Donc on va dire, celle qui lui jouerait le globe, c'est Althaus la plus sérieuse parce que la plus régulière. Elle reprend que 30 points sur, sur ses points forts donc elle peut voir venir quoi, un peu Pikelnik et là maintenant en plus on retourne sur des tremplins HS100, on va dire K90, avec cette Mmh. alternance qu'on décrivait dans l'épisode précédent. Donc, bah, je crois que là, elle est vraiment, elle marque le coup. On continuera à avoir des belles épreuves, mais on a une claire favorite maintenant pour le globe. Exactement, on avait dit, lors du débrief de Ljubno que, Sapporo était une épreuve importante pour elle et du coup, elle a pas perdu, beaucoup de points puisque comme tu le dis, hormis, sur Klinec, elle ne perd que 30 points sur Althaus et 30 points qu'elle risque facilement de reprendre, à Zao et à Interzarten et donc elle attaquera Villingen toujours avec un matelas, environ de 150, voire 200 points si elle ne fait pas de trou et malgré cela, Katarina Althaus a fait un super week-end puisqu'elle s'est imposée, lors de la première épreuve de samedi et qu'elle fait 4e, dimanche avec une petite reculée, sur le deuxième saut. Oui, elle était deuxième de la première manche. Elle fait 10e de la deuxième manche. Bon, voilà, il y avait aussi un vent assez variable dimanche. D'ailleurs, on n'a pas parlé des conditions, mais on a eu 2 conditions. Alors là, on pouvait difficilement faire plus opposé. Mmh. Samedi, c'était de nuit. Bon, ça joue pas beaucoup, mais dans le ressenti aussi visuel, vent de dos, neige tombante. Donc tout pour rendre la vie difficile aux sauteuses. Et dimanche, en journée, beau soleil, donc pas de neige tombante, hein, une piste bien de réception bien damée, un vent de face. Là, c'est aussi d'ailleurs pas pour rien que Opset, elle a gagné dimanche et pas samedi. Voilà, c'était une condition aussi idéale pour les meilleures sauteuses-voleuses, quoi. Ouais, après, dimanche, franchement, je ne sais pas comment ils avaient calculé le corridor, mais on avait une moyenne à presque 1 mètre/seconde de vent de face avec un maximum à 1,49 pendant la finale et du coup, je trouve que c'est chez les hommes, ils auraient pas mis, ils auraient pas laissé sauter à 1,49. Alors celles qui ont sauté à 1,49, c'est celles qui étaient au tout début de la manche, donc c'est Nicole Maurer et Jenny, Rautionao. Après ça s'est un peu calmé, mais comme tu le dis, il y a quand même, Pickering qui a sauté avec 0,74 et surtout Krishnar qui a sauté avec 1,22 et Ouais, Lutit, on en oui, parlera plus tard, qui a sauté avec 1,44. ça aide, hein, ça aide, hein. Moins Ça 15 aide, points mais de du coup, compensation. Eh ben, elle gagne la ouais, deuxième manche, hein. elle gagne la deuxième manche parce que le saut est stratosphérique, malgré le fait qu'elle pose pieds joints. Mais c'est vrai que ces conditions de vent, alors ça fait du bien, hein, de les voir voler là, les filles, parce que c'est un peu un avant-goût de Virkersund, le saut de Lutic pour moi, le 135,5. Et du coup, enfin voilà, nous on aime bien du vent de face comme ça, mais bon, 1,44, tu limite quand même, hein. Ouais. Et oui, puis l'outil, enfin, en termes de vol, de technique de vol, là, on voit qu'elle a été extrêmement aidée par son vent de face parce que elle accélère pas en vol, elle est plutôt en freinage. Donc bon, là, elle a eu les conditions qu'il fallait. Elle a la force à la table. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a fait des très gros résultats sur la tournée, le Sylvester Tour, parce que elle a le punch qu'il faut dans les cuisses.
Mais c'est Mmh. c'est pas un profil de voleuse, ça se sent dans sa forme de vol, quoi. Ouais, et puis elle a vraiment des problèmes à la poser, mais au-delà de ça, Lucic donc qui enchaîne, son, 5e, je crois top 10 d'affilée, voire 6e puisqu'elle a dû faire non, elle a fait sur 5 épreuves, je crois seulement de avec, elle a fait Ouais, un trou, je crois, elle a fait un sur les petit 1. trou, la Petit sur la première de première, mais Lugno, mais voilà, c'est voilà, solide et elle depuis est son déjà retour. 17e du classement de la coupe du monde, avec, facilement, 4 filles qu'elle peut dépasser, assez rapidement, Mmh, dont Joséphine Pagné, et donc on a Lucic qui se rapproche petit à petit, bah, de sa compatriote Abigail Strait, et qui pourrait, arriver rapidement dans le top 10 parce que là, 200 points en 6 concours, c'est une très, très bonne moyenne, pour cette fille. oui, et Strait qui est pas la plus grande voleuse non plus et qui du coup, comment dire? Stagne un petit peu, on va dire, par rapport à ses espoirs de podium, qu'on lui attribuait, donc on reste sur le même constat chez les Canadiennes, c'est sympa, mais on sait toujours pas, et le premier podium est toujours pas arrivé, on sait toujours pas, il viendra de qui là, le la bagarre Mmh. Mais là, moi, ça commence à tourner, plus vers l'utile parce que oui, Strait, autant elle avait été un peu en deçà, à Villars et Lugno, et là, le fait que sur Sapporo, elle réédite pas sa performance de Titisé, parce que tu te rappelles le bon week-end qu'elle mmh, avait eu, c'était à Titisé, hein. Donc mmh, c'était sur grand tremplin. Ça veut dire qu'elle est bien en deçà, et ouais, là, moi, je penche plus sur Lucic qui depuis, 3 concours, montre un niveau, très élevé, et mon autre coup de cœur, c'est, Irene Mariak Vandal qui, continue à avoir des gros problèmes de genoux, donc grosse blessure, de Vandal, bah, en début de saison, je crois, puisqu'elle avait fait, c'est à c'est Vislane, car hein, non, classiquement. c'est à Inzone Bar, mais il y a 2 saisons. La saison dernière, elle fait Ah oui, saison donc elle blanche. revient, à chaque fois elle revient. En fait, elle est Ouais. en retour, mais en retour, très long quoi, avec peut-être aussi des problèmes de confiance parce que, je l'avais noté aussi, on était obligé d'en parler parce que elle était au centre de l'intérêt avec sa gestion des plateformes de départ. Tu veux en dire un mot? Ah non, mais c'est que je veux en dire un mot dans le sens où donc elle fait 2 coach requests, là, c'est quoi que tu affiches? C'est le dimanche, Le dimanche et en et le qualif aussi, et samedi, c'est elle saute en spectaculaire, elles descendent 4 barres en qualif. qualif, 4 barres. Le samedi, elle saute en qualif, elle fait un super saut, mais ensuite elle se présente pas au concours. Oui, Et Kvandal, je pense que, bah, pour moi, elle aurait pu en fait, une Kvandal en confiance, non blessée, elle pouvait gagner. Maintenant, elle a elle a l'air d'avoir le genou en compote, peu de confiance, et du coup, elle baisse les plateformes pour se sentir un peu mieux. Elle s'en empêche pas de claquer 129 mètres, quoi. on baisse les Donc plateformes, mais sans avoir les points de compensation. Ça rejoint notre discussion de l'épisode précédent. En fait, là, c'est vraiment, on voit que c'est pour préserver parce qu'en fait, elle sacrifie sportivement ses chances. mmh, En fait, au moment où elle est sur la barre d'élan, elle sait déjà qu'en fait, elle ira pas aux 95% du HS. Donc là, c'était 130 mètres sur le tremplin. Alors, elle est pas passée loin au deuxième saut dimanche. Mais par exemple, au premier ouais. saut, elle fait 121 et elle fait le Non, mais là, comme 14e. tu le dis, Elle perd, exactement, euh, c'est elle perd une vraiment une quinzaine de points sur la. prestation. Ouais, excuse-moi. Ouais. Elle perd une quinzaine de points sur la compète en fait de coach request non compensé, ce qui l'aurait amené largement dans le top 10 et peut-être même encore mieux quoi. Donc c'est vraiment Mmh. l'énigme aussi quand même parce que enfin on voit, on n'a pas l'habitude de voir ça, une sauteuse qui est bonne en qualif qui se présente même pas. Le lendemain elle saute mais elle fait des coach request énormes. Euh, c'est Ouais, mais là, tu pas comme tu l'as dit, là, tu pas sur de la stratégie. Tu es vraiment sur, une personne qui se sent pas au top, qui veut pas abîmer son genou à plus long terme, et qui du coup sacrifie les compétitions, et là, elle est plus sur de l'entraînement. Parce que faire 12e dans ces conditions-là, ça veut dire que le jour où elle se sentira bien, elle est comme tu l'as dit, elle joue le top 5. Donc moi, je l'avais mis dans mm, mes coups de cœur parce que elle me rend un peu triste, quoi. Les 2 fois où elle est venue, que ce soit à Lillehammer ou ici, elle a vraiment un très bon niveau, de base, et elle a pas 100 de ses moyens. Et l'autre, bah, c'est Selina Freitag qui est toujours à un niveau élevé à la sortie de la tournée, mais qui, s'est pas posé un télémark, quoi.
et je sais pas si, on a les notes, hein, mais Non, ça doit alors pas être justement, facile. c'était un peu mieux. Alors, donc elle fait 6 et 7 et c'est aussi une confirmation, je suis d'accord avec toi. Elle a des 17,5 quand même, au dire autour du Ouais, mais point K. elle a posé pieds joints le deuxième, hein. Ouais, ouais, c'est clair, mais je sais pas si c'est pas du tout français. En tout cas, c'est un peu moins pire que sur les petits Ouais. tremplins que Ljubno. Il y avait un peu moins de hauteur. C'était vraiment avec le vent de face, c'était des sauts plus rasants et donc ça lui permettait quand même de faire une posée correcte, on va dire. Exactement, et je pense que les juges ont été un peu plus cléments parce que tu vois que l'outil a eu 48 points alors qu'elle a carrément, elle, quasiment posé assis le deuxième saut. Donc voilà, Freitag a été moins pénalisée cette fois-ci. Ça reste, une fille qui a un gros, gros potentiel et qui confirme, une saison, révélation pour elle, puisqu'elle n'a jamais été à ce niveau-là. Et ce qui veut dire que si on commence à ajouter là toutes les filles qu'on cite, et qu'on rajoute Meng Fandal, ça en fait déjà, une bonne dizaine qu'on envoie à Vikersund. Je rajoute, des filles comme Takanashi ou Ström, dont on n'a pas parlé. Ström parce que, par rapport à ce qu'elle nous a fait à la tournée, on est là plus sur une Déception. contre-performance, Ouais, ouais, clairement, elle fait septième déception. et onzième. Ouais. Donc celle, elle est plutôt en retrait alors qu'elle avait enchaîné podium et victoire. Là, elle a Voilà, été et puis, clairement en retrait. elle est en retrait, et Marika Kramer qui a été disqualifiée, lors de la deuxième compétition, pour, Combinaison. combinaison. Combinaison et Kramer Combinaison, qui est huitième du général et qui enchaîne, enfin huitième grâce à deux podiums au début, mais là qui enchaîne vraiment les performances compliquées en dehors du top 10. Donc inquiétude. ouais, et elle, ça doit être compliqué parce que là, être au Japon, heu, être, en plus dans son équipe où, il y a, Pinkelning, et puis, il y a Kreuzer qui fait des deuxièmes sauts à chaque fois, Hmm. phénoménaux là. Je sais pas combien elle a gagné de place en cumulé sur les 2 remontées, mais elle, elle t'a claqué 2 fois des sauts de, elle est tout en haut, hein, tu vas pouvoir la Oui, retrouver là, c'est vrai. voilà, 5e, Elle fait 16, 2e, 16 à 2 ouais, samedi. 16-2. Et 15 à 8, donc ouais, des belles Ouais, remontées là. Elle a repris ouais. plus de 20 places au cumulé, ouais. Voilà, C'était ce week-end des remontées. pour Kramer, de voir ça, bah, alors, elle reste toujours, très haut, et puis, chez les Autrichiennes, il y a pas mieux que ces 2 filles, mais je pense qu'elle commence un peu à tergiverser, et là, il faut qu'elle se remette un peu, d'équerre avant d'attaquer, notamment Vikersund, parce qu'il y a clairement plus d'ambition au classement général, et du coup, il faudra retrouver de quoi se motiver, quoi. Ouais. Surtout il y a un super team qui se profile le week-end prochain, donc c'est le nouveau format des sauts par équipe. Et c'est Mmh. par équipe de deux en fait. Donc D'accord. pour densifier le niveau, parce que pour l'instant c'est un peu limite parfois pour certaines nations. D'ailleurs, il y en aura aussi chez les hommes d'avoir quatre sauteuses. Donc là, on va avoir des équipes de deux. Donc par exemple, on peut faire des hypothèses assez faciles. Par exemple, que l'Allemagne aura Althaus et Freitag, ou le Canada Mmh. Lutit et Streit. Pour l'Autriche, Koenig évidemment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, je mettrais Kreuzer en deux plus que Kramer, quoi. Non, tu as raison, hein, et puis, ça va faire des duels assez intéressants parce que, si tu fais une équipe de Norvège, probablement, Strøm Opset, Mhm. et puis, une équipe de Slovénie, Krishnar Klinec, ça va être vraiment vraiment Ça sympa va être comme épreuve. très Les dense, ouais. Japonaises, qui ont bien sauté sur leur tremplin, donc, tu peux envoyer probablement Yuka Sato avec Sarah Takanashi, et puis nos Françaises, je pense que ça fait une bonne transition. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Oui, bah, on vante depuis le début de la saison et on attend les grands tremplins. Et là, voilà, il y a pas eu de vol, de grandes envolées, on va dire. Elles sont restées dans les points autour des places, finalement, dans les mêmes ordres de places que sur Lugno. Julia Mmh. Claire qui fait 18e et 20e, ce qui est à peu près son classement général de la Coupe du Monde. Elle est 20e. Et Joséphine Panier qui fait 20e et 19e. Donc là, c'est un petit peu plus bas. Elle est 16e au général. Elle est un petit peu en reculé. Et c'est vrai un peu une surprise parce qu'on les attendait.
enfin, on pensait qu'avec les caractéristiques de vol qu'elles ont, elles pourraient peut-être s'envoler plus. Donc, ben, on va continuer on va continuer à les observer sur les prochains week-ends. Mais c'est sûr que, notamment pour, bon, bah, pour Julia Claire, mais aussi pour Joséphine, il faudra voir après, les places pour à la suite du ROR, mais petit à petit, je te dis, hein, quand je fais mon classement du top 15, ça se remplit rapidement les places là. Donc, certes, on n'a plus de Westman et on n'a plus de Bogatay, mais avec l'émergence de Lutit, et puis, des filles qui restent très costauds, bah, comme, Chiara Kreuzer, aussi les japonaises, Ito et Seto commencent à remonter. On a eu aussi un très bon concours de Björset. Tu sais, ça peut aller vite, hein, que les 15 places soient prises, hein. Oui, oui, D'ailleurs, bon, les après, ouais, ça sera la forme du moment. Il reste ouais, 2 mois, donc ça peut encore varier. Si on peut se dire qu'elles sont peut-être dans un bas de la saison en termes de forme, ça laisse 2 mois pour retrouver une forme ascendante et se qualifier lors des 4 épreuves du ROR pour donc Vickers. du coup, tu m'avais dit avoir fait le classement de la coupe du monde de grand tremplin. Elle serait combien, Panier? Alors, donc, attends, je vais le projeter à l'écran. Euh, Justement, c'est bien des fois de mettre des chiffres sur les ressentis. Donc, j'avais dit, Joséphine, elle est 16e du général et en fait, elle est 15e sur petit tremplin et 15e sur grand tremplin. Donc, en fait, D'accord. elle est du niveau de performance et en termes de répartition des points. Donc, il y a eu 6 épreuves sur grand tremplin et 5 sur petit tremplin. Donc, j'ai pas fait de correction, j'améliorerai le tableau. Elles sont, par exemple, Joséphine, elle a mis 57% de ses points sur grand tremplin et 43 sur petit, mais donc avec l'écart, en fait, en gros, elle fait des performances comparables. L'écart Mmh. est quand même plus marqué hein, pour Julia Claire, qui met 76% de ses points sur les grands tremplins, donc seulement 24% Mmh. sur les petits tremplins. Donc là, on voit quand même un avantage grand tremplin. Elle est 18e mondial petit grand tremplin et 25e mondial petit tremplin. Ouais. Et ça permet de boucler la boucle avec Silly Opset qui écrase la Coupe du Monde des grands tremplins et elle y a mis Mmh. 89% de ses points. Ça veut dire qu'en fait, sur les petits tremplins, elle est 23e mondiale. C'est assez sidérant, quoi. Ouais, non, là, il y a un écart énorme. Et voilà. Et il y a des spécialistes petits tremplins, mais La c'est Rouprère. Ruprecht, t'as Abigail Strait qui met pas mal de points Mmh. aussi. Et Alors, comment ça s'appelle? Nika Preutz aussi, qui met mmh. 80% de ses points sur les petits tremplins. Tu vois, on C'est dit la famille surprenant avec les Preutz. frères qu'elle a, quoi. Je pense que ses frères, ils doivent la regarder en disant, mais Nika, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est pas le profil de la famille, quoi. Ah bah non, la domaine, il doit pas comprendre son affaire, quoi. Il doit Ouais. se dire: «Bah, moi aussi, je saute sur la bosse, mais sur des 130». Ils font les mêmes distances, quoi, Donc avec voilà, domaine. je pense OK. que ce tableau-là, je le partagerai peut-être sur nos réseaux. C'est assez sympa. Après, on voit que bah, pour être en tête de la Coupe du Monde, sans surprise, il faut être bon partout. C'est Piquet qui Voilà. domine Ouais, le ça classement ressemble à des du combiné nordique ton truc, hein. Je pense que ça nous quasiment, ouais. fera, du coup, bah, voilà pour Sapporo, et puis donc on reste au Japon, pour les filles, pour Oui, la prochaine étape à Zao, donc sur le tremplin de Zao, un tremplin qui, est, n'a pas été utilisé depuis, bah, 2020. C'est un HS 102, victoire le 19 janvier 2020 de Pinkelning devant Kreutzer et Lundby. Donc les 2 Autrichiennes là qui s'étaient retrouvées. Alors ça veut peut-être dire donner encore un avantage supplémentaire à Kreutzer, pour être dans le team event. ouais, Il carrément. y avait aussi un concours, le vendredi gagné par Pinkelning devant Takanashi et Kreutzer. Donc ouais, Kreutzer elle a fait 2 fois podium et Pinkelning a gagné 2 fois il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans de Ouais. ça. Et donc un gros week-end, donc 2 individuels et le super team qu'on a introduit tout à l'heure. Donc chaque sauteuse fera 3 sauts, donc c'est intense. Je sais pas s'il y aura des équipes 2 comme on peut voir parfois en ski de fond dans les relais. Ça, Mmh. je sais pas, parce que d'une part, ça peut permettre à plus de sauteuses de s'élancer, mais d'un autre côté, ça peut un peu Ouais, non, moi troubler le je pense pas. classement, quoi. Donc je pense qu'il y aura
Moi aussi, je pense qu'il y aura qu'une équipe qu'une équipe par nation, mais donc certaines nations vont un peu se gratter la tête, mais on verra ça, on en parlera dans le prochain épisode. Et donc, pour débriefer maintenant le combiné nordique, donc le combiné nordique qui était lui à Otepää. Otepää, c'est en Estonie, donc un des trois pays baltes, Otepää, qui est une destination qui est très régulière dans la Coupe du Monde de ski de fond. On n'y était pas allé l'an dernier, mais on y était allé en 2021 avec un doublé de Jarl Magnus Rieber. Il avait aussi gagné en 2019 avec un doublé. Et cette fois-ci, eh ben, pas de doublé de Jarl Magnus Rieber. Même Ah, pas non, de points du tout. non, non, mais que Il s'est-il passé? est où Eh ben, était-il? où était-il? Eh ben, il était chez lui, dans son lit, Aïe. à couver un méchant virus. Ça parlait même de parasite et il n'avait pas bien pu s'alimenter pendant quelques jours, donc il était évidemment forfait. Alors j'ai pris les petites infos cet après-midi du côté de la Norvège. Il semblerait Mhm. que ça aille mieux et qu'il soit aligné à Klingenthal le week-end prochain. Donc il a ouvert une petite porte. C'est amusant parce qu'on en D'accord. avait parlé, on avait dit Rieber, il est grand favori, mais il ouvre des portes. Bon bah là, il a ouvert une porte. S'il est là à Klingenthal, elle risque de se refermer rapidement. On verra le Mhm. niveau qu'il a. Et surtout que Rieber n'était pas le seul absent de marque, parce que Ah non, il y en avait un paquet d'absents. son pas principal concurrent, parce que il y a Oftebro, mais disons que le troisième mondial, Geiger était absent. Et donc pour le coup, lui n'a pas pu rentrer dans la porte parce que il n'a pas marqué de points non plus. Bah, je peux te dire, Oftobro non plus n'a pas trouvé la porte, hein, mais bon, on reviendra sur lui, mais Ah mais lui, il était beaucoup là. d'absents, donc ouais, lui, il était là. Mais hormis Rieber et Geiger, on avait aussi Stefan Rettenegger qui était absent et qui a laissé, on le verra, la place à son petit frère ou à son grand frère, je sais Son plus grand lequel des frère, deux, ouais. Son grand grand frère. frère. On avait aussi Johannes Rudzeck qui était absent. Alors lui, il n'était pas en grande forme. Donc est-ce que c'était voulu? On avait Mario Zeidel qui n'était pas Ah là. oui, On oui, n'avait oui. pas de Martin Fritz non plus. Donc ouais, quelques absents de marque qui ont fait des places pour certains qui étaient plus habitués à de l'équipe B. Il y a eu des belles surprises. Et donc bah, finalement, sans Rieber, sans Geiger, on attendait Jens Luras Öftebro tout en haut de l'affiche. Et un certain Johannes Lamparter, dont on avait beaucoup parlé, mais qui n'avait pas encore montré son vrai visage. Et là, il a fait tomber le masque. Et il a fait tomber le masque. Alors Oftebro, on l'a vu, ou j'ai même envie de dire, on les a vus sur la Mm. Mastart. Les deux frères Oftebro qui font 1 et 2. On se dit, Oftebro est lancé vers le maillot jaune dès la Mastart, mais patatras, il perd une dizaine de places sur le saut, donc il fait 11e. Et son frère, Voilà. Einar Sur, Louras, donc on sait que c'est pas le meilleur sauteur, il passe de mm, deuxième à 31e, quoi. Vraiment catastrophe exactement. au tremplin. Par contre, Juste pour l'emparteur, expliquer lui, une Mastart, donc c'est un Gundersen à l'envers. Donc on commence par le fond et donc tout le monde part en même temps. Là, en effet, donc Jens Luras a gagné le fond devant son frère et après on repart en sens inverse pour le saut. Et ouais, cata pour les deux, hein. et Il y en a un qui est moins bon au tremplin close, donc tu as raison. on retrouve le profil Mastart qu'on avait constaté à Ruka, c'est-à-dire là, ils étaient encore Mastart, et on pourrait même appeler ça masse arrivée aussi, hein, parce qu'ils étaient 20 en 2,4 points, donc en 1,2 mètres sur le tremplin. Le 30e était à une dizaine de points. Donc, ce qui fait qu'on a retrouvé, par exemple, sur le podium, on retrouve les 1, 2, 4 du saut. Globalement, on n'était pas très très loin du concours de saut non plus. Ouais, Un peu alors comme à Ruka, quoi. j'irais un petit peu moins parce que franchement, à Ruka, ils étaient tous arrivés dans le même temps et quand on regarde les groupes, ils étaient 26 ensemble au dernier 2,5 km et après, il y a eu une attaque des Hoftebro et il en restait plus que 12, dont notamment les Italiens et dont notamment un certain Ilka Erola qui nous a fait un saut d'anthologie. On l'a jamais vu sauter comme ça, le Ilka, quoi. Ah ouais, Raconte-nous le non. saut de Ilka Erola, quoi. Bah, je sais pas, j'étais un peu en train de somnoler devant ma télé, je Ah, tu regardais somnolais, alors tranquillement. raconte le saut d'Ilka Erola. Non, Donc non, Ilka Erola, non, non, mais je raconte. C'est juste qu'il m'a ah, réveillé. En fait, raconte. il fait 20e de la course, donc bon, bah, étonnant parce que Erola, on le voit plutôt fondeur, donc il passe pas dans les premiers, mais dans le cœur du peloton. Puis d'un coup, coach Mhm. request.
dis: «Qu'est-ce qui se passe? C'est Rolla, les gars, c'est pas River, qu'est-ce qui se passe?» Et il se cratérise quand même, malgré la coach request. Donc là, grand sourire et tout. Puis le mec, il avait l'air presque pas le surpris, lui. Il s'est dit: «Non, non, en fait, je suis bon au tremplin en ce moment». Et voilà que Erola nous a sorti le saut de l'année. Ah mais c'était complètement fou. Enfin, je veux dire, Erola qui est un poil, en dessous de son niveau en effet en ski de fond actuellement et le mec, bah, il a fait un de toute façon, il a été meilleur en saut qu'en ski de fond, le Ouais. week-end dernier quoi, le Ilka. Moi j'ai, pas enfin pareil quoi et puis coach request quoi. Bah et bam! Le gars il fout je sais pas combien de mètres là, il y avait la ligne verte. Il t'a créé un écart énorme mais Ouais. phénoménal son saut là. Bon, il Mmh. avait des bonnes Ouais, compensations, ouais, hein. il a pris un bon coup Donc de on pompe l'a aussi, enlevé, hein. il avait 1 mètre devant ouais, mais quand même, je veux dire, ça a le temps de changer et voilà et donc il garde le lead pendant un certain bout de temps. Il fait tomber, les Julian Schmitt, les Manuel Feist, tout le monde se casse les dents et Yamamoto. arrive Johannes, ouais, Yamamoto, ouais, qui sautait 2 après lui, qui lui par contre a eu 0,11 alors que l'autre il a eu plus 1,06 quoi, Ouais, vraiment ouais, pas ouais. de bol. Et du coup, Johannes Lamparter qui ne le bat pas, je pense, au concours de saut. Je sais pas où on voit Si, les si, il fait un points. mètre de plus, Il un le mètre bat. de plus. Ouais, il fait un Et mètre de plus, exact. et Et comme comme la en ligne plus verte, ouais, c'est moins impressionnant. et il avait quasiment pas de vent de face, donc il fait un saut énorme, hein, Lamparter. Alors le vent, c'était Ouais. particulier parce que là, on a l'habitude d'analyser en vent face dos. En fait, là, c'était un vent latéral, plutôt régulier pour le coup, genre dans les 4-5 mètres/seconde. Et selon l'inclinaison du vent, on va dire son orientation, s'il était plutôt côté-côté, ça faisait zéro de compensation, ou côté orienté un peu face, ça faisait des grosses compensations en fait. Donc c'était un vent assez illisible et peut-être même que les compensations, elles retranscrivaient pas à l'idéal ce qui se passait vraiment, parce qu'il y a eu quand même des surprises quoi, dans les résultats. Tu vois, Ben, rien que la 9e place de d'Antoine Gérard, hein. Je veux dire, mm, c'est pas le plus grand sauteur du monde et là, il avait fait un bon fond, mais quand même, il 9e, c'est son meilleur résultat depuis un bon moment, hein. que c'est sympa. On a vu justement, tu en parles des Français, des belles remontées, parce que ça a été quand même assez difficile sur les skis, malgré l'aspect Mastart. Tu as raison de dire la différence. À Ruga, ils étaient au cœur du peloton, alors que là, ils étaient Antoine Gérard pas très loin derrière, 22e, mais Laurent Multhaler 30e et Matteo 35e. Donc là, on donnait pas trop cher de leur peau et finalement, grâce à des sauts corrects, donc Antoine Gérard, tu viens de le dire, fait son premier top 10 de la saison. Matteo Beau remonte à la 13e place, donc finalement dans ses standards des dernières semaines, il gagne 22 places. Et Laurent Multhaler, 18e. Donc on va dire ils ont sauvé les meubles sur cette mass start. Ouais. Antoine Gérard, c'est son premier top 10 depuis la saison 2018-2019. Donc ça faisait Waouh. 3 saisons sans Mm. top 10. Et un dernier top 10 où il fait 8e à Schonard et 8e au championnat du monde de Seefeld. C'était sa meilleure saison. Il a terminé 25e de la Coupe du Monde. Et là, il est 26e de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'on a dit qu'il était le moins bon français parce que Matteo Beau et Laurent Multhaler sont au top. Mais en fait, Gérard, il est en train de réussir quasiment sa meilleure saison de coupe du monde, quoi. Ouais, il revient sur ce week-end, hein, Ah il oui, était quand même loin, hein, et là il est bien revenu et d'ailleurs il a confirmé que c'était le meilleur Français du week-end dimanche en faisant 20e devant Matteo 22e et Laurent 28e. Il y a vraiment un peu les courbes qui se sont croisées parce que lui a augmenté son niveau par rapport au début de saison et les deux autres ont eu plus de mal, notamment Laurent Multhaler en ski de fond. Donc on a finalement c'est bien, ça se densifie, on va dire. Si on voit le positif, ça se densifie côté français. Il faudrait juste que le quatrième monte un peu le niveau pour les futurs relais. Là, c'était Gaël Blondeau qui fait 43e et 40e et qui avait remplacé sur ce week-end Marco Ennis qui avait fait tout l'avant Noël, quoi. ouais, c'est vrai que, comme tu le dis, hein, ça s'est croisé puisque Laurent Multhaler et Matteo Bo, on peut, assez, de façon concrète dire que c'était leur plus mauvais week-end. Et notamment, on a vu les limites, en fond, alors qu'ils étaient dans des groupes qui étaient, tirés par des locomotives et que, avec un bon niveau de fond, ils auraient pu, profiter de ces locomotives
pour faire des top 10. Donc voilà, ça n'empêche pas qu'au classement, ça reste des bons résultats. Ils ont fait des points alors que les absents n'en ont pas fait, hein, que ce soit les Idol, les Rattenegger, les Fritz. Ça, c'est des gens qui vont jouer avec eux dans les top 15. Il y a encore un bon espoir pour cette saison, mais c'est vrai qu'on est un peu plus en deçà de ce qu'on a vu, notamment lors des 2 premiers week-ends. Ouais, Matteo Bo, il continue sur ce qu'il faisait avant Noël, c'est-à-dire il fait une place de fond à peu près équivalente. Il perd pas de place en fait dans le fond. Mais donc Mmh. s'il est cinquième du saut, globalement il va finir aux alentours du top 5, 8. Et par contre s'il fait 20e du saut, bah, il va aussi finir aux alentours de la 20e place, quoi. Donc c'est vraiment le saut qui détermine sa performance. Il est pas capable de remonter, par contre il peut garder une place, quoi. Exact. Et belle performance, de Julian Schmid qu'on avait vu, lui, plus en retrait, lors de la dernière levée et qui revient, à son niveau du 1er week-end. Julian Schmid qui a ramené, 150 points à la maison et qui a gagné, l'épreuve de dimanche. Donc un Allemand là qui se replace. Il est, passé devant Geiger, ou il était même déjà devant lui, mais il maintient du coup un retard, de seulement, alors j'arrive pas bien à lire, mais 65 j'imagine points. que c'est 60, 65 points. Non, 65 non, points. il a fait une énorme remontée parce que Ouais, il de a mis, donc Bernd avec ses Kuipers. 150 points, il est passé devant Geiger. Et c'est vrai que le dimanche, Oui, on a eu une course, si on veut en parler, une course assez limpide. On a eu quatre sauteurs qui se détachaient après le saut. C'était Yamamoto, Röhrl, Lamparter et Schmid. Et on oui, retrouve les quatre là à l'arrivée. Alors, dans le sens inverse, hein. 1, 2, 3, 4 deviennent 4, 3, 2, 1. Mais mmh voilà, ils sont restés ensemble bah, toute la course. Ça se finit avec un double sprint, si tu vois ce que je veux dire. Lamparter ouais, contre Schmid et Röhrl contre Yamamoto. Et donc Schmid qui dépose Lamparter, je pense qu'on était un petit peu surpris. On voyait oui, Lamparter favori. Et Röhrl Yamamoto, il y a eu une belle bataille là. Je sais pas s'il y avait un favori. En tout cas, il y a eu un jeté de pied anthologique. Ça se joue vraiment au bout de semelle, hein, le podium de Röhrl. Donc un beau dénouement. Et les poursuivants ne sont jamais revenus, quoi. ouais, non, c'est vrai que moi pareil, hein, quand j'ai vu le groupe de 4, connaissant le niveau de fond de Lamparter, je pensais qu'il allait, facilement gagner, et Julian Schmid, s'est bien accroché et l'a dépassé. Et en effet, Yamamoto et Röhrl, en l'occurrence, eux, ont un niveau de fond, comparable. J'aurais jeté une pièce en l'air pour savoir lequel des Mm. 2 aurait gagné. Et en effet, le groupe, suivant, alors il manquait Geiger. Par contre, il y avait du Grabach, il y avait, je crois, Fabian Riesle, devait y avoir Jacob Lange, et du coup, mais voilà, il manquait des chaudières, quoi. Les Geiger, les Rudzeck qui normalement te poussent ce groupe, et Mm. ils sont jamais revenus. Ce qui montre que, Röhrl et Yamamoto, continuent à avoir un niveau de fond qui tient la route, même s'ils font, que 22e et 26e du fond. Leur avance, après le saut est suffisante pour C'est garder 30 secondes de marche, c'est quoi. c'est des morpions, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais Et ça fait partie de ces coureurs capables de s'accrocher. Röhrl, il part tout seul après, avec 30 secondes d'avance. À la fin du premier tour, il est repris. Par contre, il part avec un Lamparter avec 30 secondes d'avance. Il va le tenir jusqu'à quelques encablures de l'arrivée, quoi. C'est des coureurs comme ça où ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils ont cette capacité à s'accrocher et ça leur fait obtenir de bons résultats. Euh, et on voit là que le niveau est assez homogène, parce que tu vois, Schmid qui a fait 24-23, donc 13e, et Yamamoto qui est seulement entre guillemets 18 secondes derrière, qui fait 26. Tu as quasiment, 1 coureur toutes les secondes. Le meilleur temps de ski, je sais pas qui l'a fait, c'est heu, Riesle, qui revient de la oui, c'est Fabian, 27e à la 13e place. ouais, Et il fait donc Fabian Riesle. 24,02, donc il fait que 20 secondes de moins. En fait, c'est dû aussi à la piste d'OTP, qui est beaucoup moins sélective. Par exemple, à Ramsau, avant Noël, on avait ce mur invraisemblable, donc qui faisait qu'il y avait des sauteurs quasiment un par un. Là, c'est une piste très roulante, alors vallonnée, mais très roulante, Ouais, qui ouais, il y avait quand favorise. même 3 belles bosses, hein, mais en Nous, on effet n'aurait pas pas aimé assez les pour. monter, mais Non. des coureurs comme ça, ils les passent. Bah, ça n'a pas fait d'énormes écarts. D'ailleurs, pour continuer avec ton raisonnement,
Risley, il fait 24,02, le meilleur temps de ski. Schmid, il fait que 20 secondes de plus, il est 13e. Donc il y a vraiment, c'est ça, hein, sur les 30 premiers, t'as un coureur par seconde, quoi. Donc c'était très très serré, quoi. Par contre, en effet, Risleux, là, ça fait 2 week-ends qu'il est notamment meilleur que Grabach. Et donc, on est là sur pour moi, deux Allemands comme meilleurs fondeurs. Bah, Geiger qui n'est pas là, Risleux qui se met en deuxième position sur sa valeur. Après, il y a Grabach, il y a Jacob Lange et Lamparter. Je pense que Lange, il a dû rattraper pas mal de places aussi, lui, parce qu'il a, ouais, voilà, 23e, 8e, il termine 15e, mais il part trop loin en fait. Mais ce Lange, si un jour il fait un bon saut, il peut faire beaucoup mieux. Et on voit là le dixième, sachant qu'il a fait podium la veille, donc on va quand même le mentionner. Donc Thomas Rettenegger, qui est né en 2000, qui a surpris son monde du coup sur la masse avec un super saut qui lui vaut un petit podium. Surtout, C'était la veille. surtout que c'était pas le Rettenegger du début de saison. On avait un Rettenegger qu'on a, qu'on a beaucoup vu, c'est son petit frère. Je suis en train d'ouvrir pour regarder l'année de naissance du petit frère. Mais Stéphane, qui fait des top 10 à Ramsau, il est de 2002, donc il y a 2 ans d'écart. Donc c'était un peu le Mmh. Rettenegger montant. Et là, bah, c'est pas celui qu'on attendait en premier qui a fait le premier podium. Donc on va suivre la famille Rettenegger. Surtout que là, celui qu'on a vu ce week-end, donc euh, Thomas, Thomas. il fait un début de saison très très moyen en fait, hein. Ouais, ouais, non, franchement, Il avait une vingtaine de points avant ce week-end, donc il était clairement pas dans dans les coureurs qu'on citait pour aller jouer devant. Alors que son frère ah avait non, 200 points, il quoi. aura il est montant, hein, je veux dire, il avait, été, pour moi dans le top enfin voilà, dans les points, lors de la précédente, étape, mais c'est vrai que son frère, il est clairement dans le top 10 et lui, on l'avait pas encore vu. Mais il y a eu, il y a des jeunes comme ça, qui du coup ont eu, leur place. Enfin, l'absence de Seidel, notamment a permis à, alors par contre pour prononcer son nom, tu vois? Voilà, Manuel Heinkemmer là, Hmm. était vraiment bon aussi, lui. Florian Donc Kolb aussi, j'avais jamais Florian vu. Kolb, exactement, les 2 Autrichiens qui ont pris les places de, Rettenegger, Seidel et Fritz. Donc Heinkemmer, Kolb, Hmm. et la troisième place, je crois pas, ils en ont envoyé que 6. Ils ont Donc, peut-être perdu un quota. ils ont un gros réservoir, les Ouais, ils Autrichiens, ont un ouais. gros réservoir. Chez les Allemands, donc l'absence de Geiger et Rudzeck a permis le retour de Terence Weber, qu'on avait vu, à la fête, en Coupe Conti. Il a été correct sans plus. Et l'autre qui est rentré, c'est David Mach, Hmm. quand on prononce. La place autrichienne a été prise par Simon Tiller, qui a fait une super, Norvégienne, ouais. Norvégienne, ouais. norvégienne, pardon, ouais. Hmm. Simon Ouais, ouais. Tiller, qui a été vraiment bon. Et qui est Donc pas on jeune du a, tout, en fait, hein. J'étais non, il est pas surpris, jeune. on le voit pas fréquemment, il est pas souvent dans l'équipe, mais il est 95, donc il va sur, bon, il est de fin novembre, donc il a, on va dire, un peu plus de 27 ans. Mmh. C'est pas un perdreau de l'année, mais Non. il arrive en Coupe du Monde. Ça, c'est ces pays un peu écœurants quand on est des pauvres Français avec nos trois quatre sauteurs, coureurs qui sont bons, mais que voilà, on peut pas en perdre un quoi pour un relais. Et ça, ce pays-là, il te remplace un Rieber malade par un gars qui va jouer le top 10 tout le week-end, quoi. C'est déprimant, quoi. Ouais, et franchement, c'est, à 27 ans, il est temps, d'intégrer, l'équipe. Bon, malheureusement, quand tu as, Rieber, les frères Oftebro, Grabach, Skoglund, Andersen ou même, mon ami Bjørnstad ou Flatla, c'est dur de trouver ta place, quoi. Bon, Dire, il manque la moitié de l'équipe, mais ils sont quand même pas allés chercher Bjørnstad, hein. C'est pas bon signe, hein. ah non, mais franchement, Bjørnstad, tu le mets à la poubelle, mais il pourra rentrer, hein. Franchement, que qu'on lui donne sa chance aussi, hein. Pourquoi Oui, oui. toujours les autres? Bjørnstad. Bah, ça va se jouer peut-être dans les coupes de Norvège qu'on n'aura pas, Ouais, voilà, on regardera. qu'on- Et puis, pour aussi, mentionner, Christian Ilves qui, à domicile, oui, a sûrement fait son meilleur week-end. oui, oui. Bon, alors pas tout devant. L'année dernière, il jouait quand même les podiums. Là, c'est un peu plus en retrait. Avec 10 et 7, oui, il avait déjà fait une sixième place, une dixième place, mais voilà, on est dans ses meilleures perfs du week-end.
Après, il a pas vraiment pesé sur le déroulement des événements. Il était dans le groupe Oftebro Grabach. Ouais, Il était là. Il a pas vraiment eu trop de mal à suivre, mais il a pas su. Il a pas pu les déposer typiquement ou aller jouer devant sur le podium. Donc peut-être une ouais, et petite puis c'est pareil déception à pour, domicile, quoi. Manu Feist qui pourtant est 5-6e du classement général de la Coupe du Monde et qui reste toujours dans ce deuxième rideau. Voilà, il est septième. Alors il a beau faire des top 5, top 10 à l'appel, moi j'ai l'impression de l'avoir jamais vu devant, mais Non, c'est après je ça. me trompe peut-être. J'aurais pu passer un huitième épisode du podcast sans citer son nom, quoi. C'est presque. C'est Manu qui pourtant Il passe inaperçu. pour le combiné masculin et puis on va passer au Alors, combiné femmes ou peut-être un mot du mixte, je sais pas si tu veux. ah oui, c'est vrai que Eh oui, il y a le mixte. il y a le mix, il y a le mix. Non, il y avait les prochaines étapes, mais on garde les mauvaises Ah nouvelles oui, pour la fin. regarde les mauvaises nouvelles pour la fin, ouais. Je vais donc le mixte, je pense qu'on va faire rapide. C'était Mmh. les mêmes équipes on a l'habitude des relais hommes qu'on voit le plus souvent sur la Coupe du Monde. On voit Autriche, Norvège, Allemagne. De temps en temps, l'ordre change. Bon, bah voilà, on a eu Norvège, Allemagne, Autriche. La présence de deux hommes, deux femmes n'a pas changé la répartition des forces, avec une On n'a Norvège. pas regardé la même course parce que moi j'ai vu Norvège, 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 hein, et Oui, Norvège, je voilà. crois. Oui, Alors voilà. franchement, En fait, si, en saut, c'était le saut, mais comme chez les ouais, hommes, c'est hein, ça. le saut ne détermine pas grand-chose en combiné. Je sais pas si. Je pense qu'il y a une volonté dans le système de points de garder un suspense pour la course de fond, parce que c'est vrai que s'il y a une équipe qui part une minute devant, déjà que les Mmh. relais en combiné, c'est pas le plus passionnant. Je suis d'un tempérament très optimiste avec le combiné. J'adore cette discipline, mais il faut avouer que les relais, c'est pas ma tasse de thé. Donc là, le saut, il sert quasiment à rien. Ils sautent tous en 10 secondes. Ils partent ensemble. Et donc, c'est la meilleure nation sur les skis qui l'emporte. Et à ce petit jeu-là, ce week-end, c'était la Norvège, avec les meilleurs fondeurs masculins, les meilleurs fondeurs féminines. Ça, c'est vite réglé, quoi. Ouais, c'est vite réglé, quoi. Par contre, Euh, les Autrichiennes, la pauvre là, Slamik là, a pris une, voilà. Donc, du coup, pour être un petit désolé. peu dans le détail, Jens Lura Softebro et Jürgen Grabach chez les hommes norvégiens, donc, aucun suspense. Et Mmh, Ida-Marie Hagen, Gida Vesvold Hansen chez les femmes, aucun suspense. Et en fait, les mmh. deux autres pays du podium avaient un léger, euh, comment dire, point faible. Donc, le premier pays à sauter, comme tu l'as dit, c'est l'Autriche avec Slamik, bah voilà, qui a craqué en très peu de temps. Donc, elle a laissé Röhrl, Irner et Greiderer faire de leur mieux parce que c'était une belle équipe, hein. Mais elle a trop perdu. Et chez les Allemands, c'est Jenny Novak qui avait un peu moins de niveau de fond. Donc Armbruster, elle a le niveau, on le sait chez les femmes. Julian Schmid et Manuel Feist, bah voilà, on cite Manuel Feist deux fois dans le même épisode. Oh! Ils sont pas mal aussi. Mais Jenny Novak, c'est celle qui a lâché en fait, et derrière c'est impossible de revenir, quoi. Ah mais ils étaient imbattables les Norvégiens. En plus Grabach, je crois même, j'ai lu un interview comme quoi il aurait fait la boucle sur un ski. Ouais, il paraît qu'il a fait plus 40 sur un ski, qu'il Et s'ennuyait un peu. voilà. Et on sait chez les Norvégiennes, ça c'est assez amusant que bon bah elles s'ennuient un peu aussi, donc elles s'essayent de se faire des compètes entre elles. Et Ouais, c'est ça. à ce petit jeu-là, c'est Ida Marie Hagen qui était 10 secondes plus rapide que Gida Vesvold Hansen. Mais on voit qu'elles se sont mis Ah, mais c'est minables. pour ça qu'elle s'est vengée le lendemain et qu'elle Mm. lui a mis, qu'elle l'a réglé au Mm. sprint là. Et on a eu un Elle sprint pour la quatrième place, donc ah oui? à 3 minutes, malheureusement. Donc là, J'avais éteint déjà. à 3 minutes, mais c'était Finlande, Japon, Italie qui finissent vraiment ensemble au sprint. Et donc, bah là, sans rentrer dans les détails, c'est la Finlande qui passe devant le Japon et l'Italie. L'Italie qui pouvait déplorer l'absence de Annika Sif malade. Je pense qu'ils Ouais. ils auraient pu jouer à la quatrième place, parce qu'on les voyait pas sur le podium, mais à moins de 3 minutes. Donc voilà, Et puis il y avait pas Pitine non plus. Il a pas mis Pitine. il n'y avait pas Pitine, Il y a effectivement. Coco Donc, Bortolas qui a fait le truc. Donc là, mm, l'Italie, il ils jouait allaient, pas. terminer largement plus haut, hein. Donc voilà, bon. OK pour le mixte. Voilà, je pense qu'on peut passer aux épreuves individuelles. Et pas Voilà, bah d'équipe de alors, France, hein, malheureusement, parce qu'il y a Lena ouais, Broca,
qui Par est contre, tu seul pour dis l'instant aux au niveau. épreuves individuelles, mais à l'épreuve individuelle, hein. Et Parce que effectivement, il y en avait 2 au programme mmh, et il y en a eu qu'une, donc la Mastart a eu lieu. La partie fond a eu lieu, mais ils ont jamais pu sauter. Il y avait trop de vent au moment de l'après-midi, où l'épreuve féminine était programmée et le PCR, là, le saut, le pocket jump, ne peut pas être utilisé pour une Mastart. Il y a un point de règlement. On s'était posé la question. ouais, c'est compréhensible, hein. Oui, Mais parce que c'est c'est dommage parce que la masse, contrairement aux hommes, il y avait des écarts qui avaient été créés. mmh. Il y avait Vestvold donc qui avait battu, Hagen, au sprint et puis Volavchek qui avait réglé Hirner et Arbruster avec une bonne course des sœurs Kasaï. Mais ouais, le saut n'a pas eu lieu, annulé. Annika Sif était malade et du coup, elle est revenue le lendemain. Alors, elle était pas dans un super état, mais elle gagne le saut. Et c'est une énorme surprise, un tremblement de terre dans le monde du combiné féminin, parce que c'est la Mmh. première fois de la saison que Gida Vesvold Hansen ne gagne pas la compète de saut. Après, la pauvre Annika Sif, elle avait pas les jambes, elle fait une course de fond au courage, mais elle a pas pu suivre. Elle finit sixième, 21e temps de 21e temps de ski, alors que ça lui ressemble pas. On avait loué dans Ah les non, épisodes précédents sa capacité à s'accrocher, donc là, elle a pas réussi. elle avait une sale tête, oh là là, tu avais l'impression qu'elle était au bout de sa vie, la fille, quoi. C'est Et bon, si on regarde le classement, on avait eu sur les 2 premiers week-ends de combiné, on avait toujours les 5 mêmes filles dans les 5 premières places. Et là, on a eu mmh, un peu de ventilation parce que on a Jenny Novak allemande qui fait quatrième après un saut énorme. Elle fait un saut à 100 mètres et ouais. elle résiste sur les skis pour faire quatrième. Et Yuna Kasai sans faire de bruit qui se hisse dans le top 5 aussi. Donc, bah, finalement, c'est aussi un peu de densité. Voilà, c'est ça qu'on recherche hein, cette année sur le combiné féminin. Parce qu'il y a eu Mmh. des portes ouvertes. Donc, Annika Sif malade et Ida Marie Hagen, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. 16e du saut à 2 minutes. Quand il y a que 5 Trop long. kilomètres de fond, ça permet pas de grosses remontées, quoi. Et puis on a eu le round, entre Armbruster, Hirner, quoi. À chaque fois, elles se font le petit fight. C'est, «Eh vas-y que je te bats, là, on pourra faire une petite compète Armbruster, Hirner, voir laquelle bat l'autre». Mais, à chaque fois, c'est toi tu es 2, moi je suis 3, Ouais, non c'est moi 3, toi tu es c'est- 4. Elles sont toujours l'une après l'autre, hein, regarde depuis le début. oui, oui, Trois c'est ça. Elles quatre font ça, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. voilà, au moins. Et puis c'est jamais dans le même ordre, donc du coup, elles sont à 10 points l'une de l'autre, donc là, ça va être le fight jusqu'au bout. Et Annika Et Sich, c'est dommage, mais elle reste dans la bataille. Et donc, comme tu l'as dit, Ida Marie Hagen qui est partie trop loin, qui fait encore une remontée de bœuf oui, parce et qu'elle qui remet. termine 7e, quoi. Elle reprend 40 secondes à Guida Vesvolansen, là, on observe un peu. Elle reprend 2 minutes sur une Annika Sif arrêtée, donc Après, on me souffle dans mon oreillette que Guida Vesvoldansen était au téléphone avec Grabach pendant la dernière loupe, là. et Elle est-ce était qu'elle pas très, était très concentrée. Ah, ouais, pas voilà. concentrée. Non, mais voilà, bon, il y a Guida Vesvolansen, mais voilà, typiquement, la course Hirner à Armbruster, même Novak qui s'est accroché, moi, je pensais qu'elle s'accrocherait moins que ça. On Mmh. a des duels, on a des sprints finaux à la fin de la course de fond. Par exemple, on a Lena Brocard qui est un peu perdue. C'est assez inhabituel. D'habitude, elle gagne un peu sur le fond. Là, elle est un peu perdue. Et bah, typiquement, on pouvait penser qu'elle allait croquer Svenja Wurth, moins bonne fondeuse qu'elle. Et il y a un sprint, l'Allemande qui a joué sur son explosivité de sauteuse pour rester devant au sprint. Donc voilà, il se passe des choses sur ces épreuves, même si la première est toujours la même. Elle a fait une super course, Svenja Wurth, là, c'est son meilleur week-end Mm, et l'autre que j'ai bien aimé, c'est la fondeuse, enfin, elle est plus fondeuse que sauteuse, Veronica Giammoena, mm. qui fait un super résultat et comme tu dis, bah, ça permet de densifier, les places aux alentours de la 10e place là avec Brocard, Nakamura, Wurth, Lena Lund et puis on a eu même, des filles comme Cindy H qui a fait aussi sa meilleure performance, Daniela De Jory, on a l'arrivée de Greta Pizzani qui a fait aussi une belle paire. Bon après, elles étaient pas beaucoup au départ, hein, donc même Jolana Khadilova a fait sa meilleure performance, mais bon, ils étaient que 27, donc c'était pas trop, trop compliqué. Donc voilà, le combiné féminin qui lui sera c'est où?
à À Seefeld, Seefeld, le ouais, donc week-end, une le même bonne pause, week-end là. que le trip. Je crois que c'est le même week-end Non, que c'est pas le le. week-end. Ah non, 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 c'est pas le week non, c'est Attends, pas je regarde possible ça. ça. Eh Non, je bien, eh bien si, moi je vote 20 non. c'est le même Ah week-end ouais? que le triple, donc le 20, sauf qu'elles auront un double, donc un week-end classique en fait. Elles auront un Ah week-end ouais, donc classique à Seefeld, Seefeld. ils sont chauds à Seefeld, là. Ils sont chauds à Seefeld, ouais. Donc oui, format D'accord, donc là, classique, Gundor. les 3 prochains, ils seront avec les garçons puisque, Schonard, c'est avec les gars Mmh. et Oslo aussi du coup, hein? Voilà, sauf que du coup les dames, elles vont pas à Klingenthal le week-end prochain. Non. Elles n'étaient pas prévues à Chauneuf et les hommes n'iront pas non plus. Et là, c'est l'instant ouin Ah, ouin du podcast. j'ai hâte d'aller à Chauneuf. J'ai hâte d'aller à Chauneuf. Ah là là, quelle déception. On avait prévu d'y aller, on avait prévu pour Tsi aussi d'essayer de vous faire vivre des choses de l'intérieur, peut-être voilà des ressentis, des impressions, et puis même pour notre plaisir personnel, on va pas se le cacher. Et Mmh. bah voilà, les conditions estivales de cet hiver ont anéanti nos espoirs. Donc bah il y aura pas de Chauneuf cette année, c'est une grosse déception. On va voir comment on peut essayer de parler de Chauneuf. On a des idées, mais en tout cas ça se passera pas dans le Jura. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Ouais. Une annulation, on avait quelques espoirs avec, les chutes de neige d'hier et des ensembles météo qui, pour certains annonçaient, des possibilités, mais ça a été annulé. Je pense que les organisateurs, n'ont pas pris le risque de, voilà, c'est une petite station, il y a des bénévoles et je pense qu'ils ont préféré couper le cordon plus tôt. On espère ne pas avoir des images du Jura enneigé, trop Mm. enneigé, en se disant: «Ça aurait eu lieu», mais on va se dire que ça a été une décision sage des organisateurs et que malheureusement, bah, on est un peu triste de la décision et que donc les hommes, iront d'abord à Klingenthal et direction, Seefeld, juste derrière. Enfin juste Oui, derrière, voilà, c'est sur sûr. la Ouais. Dorpo du coup. Une Coupe du Monde, Voilà. c'est une grosse organisation, hein. C'est du matériel, des prestataires, de la nourriture, des choses qui se réservent à l'avance et pas 3 jours avant. C'est sûr que s'il neige milieu de semaine prochaine, on peut dire ah bah oui, on peut damer une piste. Sauf qu'il y a tout ce qu'il y a autour qui Mmh. doit être anticipé. Donc bah, c'est la dure loi des organisations et on pense fort aux organisateurs et on espère que ça sera pour 2024 du coup, programme. Ouais, après ils avaient dit qu'ils alternaient une année sur 2, donc j'espère que, ils vont garder leur place, dans le calendrier du combiné, mais, je veux dire le combiné peut encore prendre des épreuves, pour moi il y a pas de problème. On n'est pas sur un calendrier surchargé comme le saut. Ou le Oui, biathlon. ça fait partie des classiques, hein. C'est quand même une des épreuves Ouais. les plus, où il y a le plus de spectateurs. Il y avait eu, pour récapituler, en 2020, c'était pas encore le Covid qui avait entraîné la non-organisation, c'était les Jeux olympiques de la jeunesse qui étaient organisés dans le massif du Jura. Donc les forces locales s'étaient concentrées là-dessus. Ensuite, pour le coup, 2021, c'était Covid. Et 2022, je pense aussi, parce que c'est une organisation qui a besoin du public, en fait. Il y a des organisations, à Klingenthal, tu leur dis on peut sauter demain, ils disent oui, ils font venir 50 bénévoles. À Mmh. Chauneuf, ils ont besoin de rentrer dans leurs frais avec du public, donc ils n'ont pas pu faire en 2022 cause de ça. Et puis bah là, cette année, c'est les conditions météo. Donc là, c'est un sacré enchaînement défavorable. Voilà et pour clôturer cet épisode, un petit mot de la coupe continentale, donc qui devait avoir lieu en Slovénie à Kranj et qui n'a pas été organisée à Kranj, mais qui a eu lieu à Planica, non pas sur l'Etalnica, mais sur le HS, c'est quoi le 138, 138 qui a été utilisé celui pour des cette championnats du monde. épreuve et là, course haletante, pour le quota, Romain. Oui, oui, je découvre un peu cette année, hein. Je cache pas que on s'intéresse pour Tsi aux coulisses du saut à ski et donc il y a cette course au 7e quota en Coupe du Monde et on se rend compte qu'il y a de la compétition entre les gros pays et on a un gros pays justement qui après les épreuves du week-end sort perdant, c'est l'Allemagne. On a un peu Mmh. l'impression de se répéter en ce moment, l'Allemagne qui est pas sur une bonne vague parce que c'est les Norvégiens qui survolent cette coupe continentale, Comme les d'hab. Autrichiens qui sont toujours solides et les Slovènes qui ont profité du week-end à domicile et qui avaient déjà été bons à Engelberg, qui Mmh.
grâce à leur place sur la période, là, donc sur Engelberg, Planica, vont chercher le septième quota de Coupe du Monde. Donc, pas de septième quota pour l'Allemagne ni la Pologne, par exemple. Voilà, donc ceux qui ont le quota, donc c'est, comme tu l'as dit, la Norvège, la Slovénie et l'Autriche. L'Allemagne qui aura donc 6 sauteurs, comme la Pologne. Et donc 2 épreuves de coupe continentale à Planica et la première qui a été gagnée par, un jeune Slovène dont vous entendrez parler, bah, sûrement il va venir en coupe du monde à Zakopane. C'est Zach Mogul, hein, qui est là ça fait longtemps qu'on l'a sur nos tablettes, le Zach Mogul de 2001, donc qui remporte, ce concours du samedi devant notre ami Benjamin Husvold qui, lui, domine la coupe Conti, depuis le début et qui devrait lui aussi, monter en coupe du monde pour remplacer Van Emel et le jeune Rock Masle. Alors lui, bon, je dis pépite partout, mais là, il y a de la grosse pépite. On est sur du 2004, Rock Masle, troisième. Attention à celui-là, hein, parce que là, c'est du gros. Je crois qu'on avait parlé de lui en OPA Ouais. avant Noël. Et donc là, faire directement podium. Alors, ok, c'est à domicile, il connaît bien le tremplin, mais il y a du niveau Coupe du Monde, hein, Non. sur cette. Là, c'était une COC++, hein, ce week-end. Bah, de toute Il y façon, on avait. l'a vu, hein, Raymond, Van Hummel, une fois sur deux, ou même Leitner ou Egner. Quand tu es au top en COC, tu es niveau 15-20e. En tout cas, tu rentres dans les points. Donc, ça veut dire que Oui, c'est Zach ça. Mogul, voilà, Zach Mogul peut clairement faire un très bon résultat. Je ne pense pas que Roch Maslow sera appelé. Bah, il est né en 2004, donc il a le temps encore de faire des coupes Conti. Mais c'est vrai que de cette génération avec Louis Obersteiner, dont on avait aussi parlé, et Ty Eckart, qui je crois y était, Ty Eckart là, hein, il a sauté lui aussi normalement. Peut-être plus loin dans la liste. Quel pays? Voilà, Slovénie aussi. Slovénie. Slovénie. Non, Je mais vais là, il y retrouver. avait beaucoup de Slovènes, il y avait leur groupe Ah, il y avait national, donc du coup, il y a du Slovène partout. Et il y avait ouais. presque 70 coureurs au départ, enfin 70 sauteurs, et avec le retour en Europe des Chinois là qui profitent de la fin des restrictions. D'ailleurs, on a vu les Chinoises aussi à Sapporo en saut féminin, donc avec des choses correctes, hein, côté féminin pour le niveau Coupe du Monde. Donc ils ont continué peut-être à s'entraîner sur les nouveaux tremplins des Jeux Olympiques. Donc bah, c'est toujours bien d'avoir une nation de plus. Et Chez les hommes, c'était moins c'était vaillant, mais bon, ça c'est pour moins le temps. parlant parce que ça joue le fond de COC. Oui, voilà, un Egner, par exemple, qui était top Mmh. 10 à Bischofshofen, qui fait septième et septième en COC. Donc, gros Ouais, niveau sur cette épreuve. il devait être un peu sur les rotules, je pense quand même, hein. Et donc, Egner, on a eu sur ces épreuves les premiers points des Suisses qu'on suit aussi. Amann 17e samedi, mais pas dans les points dimanche. Et Kylian Payer, c'est l'inverse dans les points dimanche, mais pas dans les points samedi, 22e. On peut voir une forme de progression. Euh, pour nos jeunes Français, c'était plus compliqué. Le meilleur du week-end, c'est Enzo Milesi. Il fait 36e et 42e. Valentin Foubert, il fait 45 et 48e. Et Mathis Contamine, 51e et 50. Et je pense qu'ils ont gardé la même règle qu'à Engelberg. Alessandro Bapti, qui était le dernier Français samedi, 52e, a été remplacé par Jules Chervet, mmh. dimanche, 61e. Baptiste, bon, on ne connaît pas les conditions, s'ils sont en forme ou s'il y avait des maladies, mais Baptiste c'était le meilleur Français de la COC. Il flirtait avec les points et là, il était plus loin. Ouais, non, je pense que les Français, on a un niveau à peu près, homogène entre Enzo Milesi, Bapti et Contamine. Valentin Foubert, je le trouve un petit peu un cran en dessous, mais là, il a montré qu'il était là et puis Jules Chervet est très, très jeune, hein. Donc Jules Chervet, on a encore le temps de le voir grandir. Milesi, pour moi, reste, aujourd'hui, le Français qui a le plus gros potentiel. Mais bon, ils sont tous nés, une année les uns après les autres, donc on leur laisse encore le temps de grandir. Et donc cette deuxième épreuve de Coupe Conti du dimanche a été gagnée par Frédéric Willumstad, qu'on avait vu à Wisla. Il devance un autre Norvégien, Joachim Hedegaard Bjoreng, qu'on avait, qui avait performé en coq un peu avant, et toujours Benjamin Husvold. Et malheureusement, ton meilleur ami Zondre Ringen, il est plus 5 rangs en dessous, et j'ai peur que la place lui repasse devant, quoi.
Oui, bah là, à la limite, c'est plus logique maintenant. Il fait un week-end assez moyen dans les standards qu'il avait depuis le début de saison à Planissa. Donc, et à chaque fois, il a 3 Norvégiens devant lui. Donc, pour le coup, c'est un peu plus logique. Mais c'est vrai que c'est le quatrième Norvégien en étant sixième, quoi. Ouais. Donc, Du coup, les places pour moi, ça part à Oswald. Les Autrichiens vont sûrement la donner à Leitner. Et puis les Slovènes, je te dis, je pense que ça va être Zach Mogul, du coup. Ou écoute, Maxime Bartov, donc ils vont sauter. Non, ça va être Zach Mogul, je pense. je pense on observera ça. Alors, ce week-end, il y avait aussi une Coupe de France organisée à Courchevel avec le peu de neige restante. Ils ont réussi à sauvegarder un tremplin. C'est Marco Mmh. Ennis, le combiné, qui s'impose largement. Bon, faut dire que le gros des forces était soit en Coupe du Monde de combiné, soit en Coupe continentale. Marco Ennis qui rejoindra l'équipe de France à Klingenthal. Donc Gaël Blondeau revient en France et Marco Ennis rejoint le reste de l'équipe. Mmh. Devant Maël Tirod et Mmh. Faustin Moureau qui est U20. Donc voilà Il pour. est bon, lui. Faustin Moreau, c'est du 2005. Ça, c'est la relève, ça. La Et, relève d'un 2003, hein, la relève de Milesi, quoi. et donc la Coupe continentale, le week-end prochain, ils sont à Sapporo. Donc là, Sapporo, ça enchaîne, hein. Tous les week-ends, ça saute. Ah! Trois Attends, mais c'est épreuves de dommage, on Coupe aurait dû Conti. passer notre mois de janvier à Sapporo, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est le Japanuari. Là, j'ai vu passer, ils appellent ça sur les réseaux D'accord. sociaux. Tout le monde est content dans le monde du saut de retrouver le Japanuari ce mois de janvier où ça enchaîne dans les tournées japonaises. Et D'accord. les jeunes vont aller en OPA à Eisenherz en Autriche, qui remplace au pied levé Oberhof. J'ai peur que ce soit annulé, attends. Même Eisenherz. Non, c'est Oberhof, mais elle avait Voilà. déjà été annulée. Non, Eisenerz, Et ça saute. Eisenherz remplace en fait Oberhof. Et donc chez Exact, les exact. Françaises, il y aura Lilou Zepchi qui devrait reprendre sa marche en avant, possiblement victorieuse en OPA, et Emma Chervet. Et puis, bah, il y aura tout un gros groupe de jeunes Français, on va pas tous les Bah, citer, mais il y aura tous, on notamment va enchaîner, hein. Enzo Milesi, donc là, Il y aura Jules Chervet, il y aura sûrement Clovis Pagné, Harry Répellin, Maël Begrand et sûrement Faustin Moreau. Donc franchement sympa de suivre cette coupe alpine. Là, si vous pouvez aller à Eisenherz, encourager nos Français, n'hésitez pas. Cherchez où c'est sur la carte, j'en ai aucune idée. Ouais, c'est ça. Et je sais pas s'il y a est-ce que les OPA viennent en France? Parce que quand on voit enfin, il y a du vivier, c'est aussi peut-être comme ça qu'on peut dynamiser une discipline en faisant venir en Ouais, France tu peux envoyer ton mail à la fédération. Je pense pas que la France soit au Alpen programme. Cup, Alpen Cup. Alors, ah si, il y a Gérard. Non, ça c'était cet été. Il y avait Gérardmer en octobre. Donc là, ils Mmh. vont à Eisenerz. Ensuite, ils vont à Cragne, mais un mois plus tard. Et puis, je crois que c'est tout en fait, hein. C'est assez léger C'est le léger le calendrier. programme. C'est vraiment très léger, Ouais. ouais. En fait, c'est C'est- plus sur, comme je pense qu'il y en a pas mal quand même qui sont encore à l'école, on est sur un calendrier qui est beaucoup plus long avec beaucoup d'été et heu Mm. et du coup, je pense que c'est voulu quand même, hein, à cet âge-là de pas trop, diverger. Enfin voilà, c'est, école avant tout les jeunes, attention! Allez, on travaille bien à l'école et on se retrouve après en COC et on finit par Voilà, monter en Coupe du Monde. On, on est exactement. avec vous, on vous soutient. Super, bah, écoute, on se retrouve donc, la semaine prochaine. Ce sera Saut masculin, Zakopane, saut féminin, Zao, combiné nordique homme, Klingenthal. Et voilà. ouais, Et un coupe beau un beau programme. continentale, Sapporo, on vient de le dire. Voilà, Et donc les OPA, donc bah, on va encore avoir de quoi potasser. ouais, Mais avec plaisir, c'est un vrai bonheur de parler de toutes ces épreuves. Et on va continuer. On a passé le cap de la tournée. On vient de faire 8 épisodes en 23 jours. Pour nous, on est plus motivés que jamais. Donc, merci à vous qui nous écoutez. Si vous êtes encore là, c'est que vous nous avez écouté jusqu'au bout. Et puis, bah, Will, je te dis merci et à la semaine à la prochaine semaine pour le prochaine. prochain épisode. Bye bye. Ciao, bonne soirée.